Bonjour à tous, me revoilà pour le deuxième épisode de la visite de ma bibliothèque. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi les thèmes de l'agriculture, des haies de biodiversité, de l'apiculture et de la forêt-jardin. Donc il y a beaucoup moins de livres que dans l'autre sujet. J'en ai un petit peu moins sur ce sujet-là. J'ai fait aussi beaucoup de tri parce que j'avais beaucoup de livres qui faisaient des doublons ou des choses qui ne sont plus utiles, comme le potager en carré, ce genre de choses-là. Mais tous les livres qui sont là, du coup, ce sont un peu les survivors. Ce sont les livres que j'ai gardés parce qu'ils sont réellement pertinents. Alors dans cette collection de livres-là, j'ai un petit bijou. Alors il ne paye pas de mine, comme ça, franchement. Il est tout petit, il y a 44 pages utiles. Franchement, c'est pas un livre qu'on penserait être super pratique ou rempli d'informations, mais en fait, si c'est un condensé d'informations. C'est un livre que j'ai cherché pendant très longtemps, qui est difficile à trouver car plus édité. Et si vous avez la chance de tomber sur ce bouquin, achetez-le parce qu'il est vraiment très très bien. Alors de quoi il parle? Alors son titre, Au trou du vol, c'est ce pourquoi ce livre a été fait, c'est-à-dire qu'on va par rapport à l'observation du trou du vol de la ruche, donc l'entrée et la sortie de la ruche, ainsi que l'observation du plateau de la ruche, on va définir la santé des abeilles et donc la santé de la colonie en général. Donc en fait on a une colonne, observation, et l'explication de ces observations-là. Donc tant, comme je vous le disais, au niveau de la planche d'envol qu'au niveau du plateau. Alors dans le sommaire, dans la table des matières, on a évidemment le préface et l'avant-propos. Ensuite on a les observations pendant les mois d'hiver, le jour du vol de propreté, au printemps, à l'époque de la grande floraison, donc en mai, en juin, en juillet, à la rencontre de l'hiver, en août, en septembre, en octobre et en novembre, et les observations sur le plateau de la ruche. La conclusion, évidemment. Ensuite, on a les tables de reproduction, donc larves de faux-bourdons, perte de pollen, les grandes mielées, abeilles ventilants, barbe d'abeille au trou du vol, expulsion des faux-bourdons, pillage et protection du trou du vol en hiver. Donc comme dit, voilà, ce livre, il est vraiment tout petit. On aurait peine à croire que c'est un livre, on pourrait presque penser que c'est un magazine, vous savez, ancien pour les publicités, mais en fait il est juste génial. C'est vraiment un tout petit bijou à s'acheter et à se dégoter. C'est quand même compliqué parce que voilà, les livres rares, c'est assez difficile de les trouver, mais si vous pouvez, prenez-le parce qu'il est vraiment pas mal. Alors dans la continuité des abeilles, on a deux petits livres d'édition Terran qui sont vraiment pas mal du tout. En général d'ailleurs les éditions de Terran sont vraiment bien. J'ai planté des arbres pour les abeilles et une ruche respectueuse des abeilles, la ruche Varée. Alors, le livre Planter des arbres pour les abeilles, il est vraiment pas mal parce qu'on parle un petit peu de tout. Par exemple, dans la partie 1, planter pour 2050 et c'est 2 degrés de plus. Alors moi, je suis réfractaire à l'idée de planter et d'envahir en fait notre pays de plantes exotiques juste pour le changement climatique. Je suis plus dans l'idée de déjà remettre ce qu'on a tout arraché et de remettre des arbres comme le néflier par exemple. Le néflier, il n'y en a quasiment plus, des cormiers, il n'y en a quasiment plus non plus. On manque vraiment de haies qui sont de chez nous. Mais je ne suis pas non plus complètement hermétique à l'idée de planter des arbres qui ne viendraient pas de chez nous et qui pourraient profiter en fait aux pollinisateurs. Donc moi quand je parle d'abeilles, c'est tous les pollinisateurs en général, c'est pas que les abeilles à miel. Alors pourquoi? Tout simplement parce que moi je suis arrivée en 2007 en Alsace et il y avait vraiment beaucoup de neige à ce moment-là. Je me souviens d'avoir plusieurs fois dû pelleter plusieurs voitures pour pouvoir retrouver la mienne. Il y avait tellement de neige en fait, on ne reconnaissait plus les voitures sur le parking de la gare ou sur le parking du boulot. Et je me souviens d'une année où on avait vraiment eu beaucoup de neige, on était descendu à moins 23. Je peux vous assurer que depuis quelque temps, on n'a plus du tout de neige. Et on a même des pollinisateurs, que ce soit des papillons, des abeilles, des bourdons, tout ce que vous voulez, qui se promènent en décembre, en janvier, en février, et on a même des arbres qui bourgeonnent. Voilà, en janvier, j'ai vu des poiriers et les pommiers de mon voisin qui étaient en bourgeons. Donc ça craint un petit peu parce que malheureusement, quand les pollinisateurs se réveillent, il n'y a rien à manger. Et évidemment, ça crée de gros problèmes et des pertes de colonies, et puis des pertes aussi d'abeilles solitaires, c'est assez phénoménal. Donc je me dis pourquoi pas. Donc on a une explication, en fait, de certains arbres, d'une certaine méthode qui pourrait endiguer ce problème en permettant de trouver de la nourriture dans ces moments-là.
Ensuite, en deuxième chapitre, on a des champions mellifères au fil des saisons. Alors ça, c'est super parce que justement, on pense souvent à la belle saison, mais on ne pense pas forcément à la fin de l'hiver ou au début d'hiver. Et là, on va avoir pas mal d'arbres qui vont rentrer dans ces catégories-là. Et puis, on va avoir aussi des arbres qui ne donnent pas forcément la même chose non plus. Donc, les abeilles ont besoin de créer de la propolis, donc pour ça, elles ont besoin de résine, etc. Donc, dans cette partie, on va trouver des arbres à fleurs pour la fin de l'été, des arbustes et des lianes à fleurs pour la fin de l'été, les arbustes mellifères de l'hiver, les arbres mellifères de sortie d'hiver, et aussi par rapport à votre terrain, donc planter en zone humide ou au contraire, planter en sol très sec, pauvre et pollué. Donc ça aussi, c'est quand même très important. Planter un arbre, ne serait-ce qu'un seul, et le calendrier de floraison. Ça aussi, pour créer une haie, par exemple, c'est quand même super sympa de pouvoir faire une haie qui fleurit et qui donne des fruits toute l'année. Parce que les arbres aussi peuvent donner des fruits, donc ça peut nourrir aussi les oiseaux après. Conclusion, plaidoyer pour l'arbre mellifère dans le paysage de demain, index, bibliographie, adresse utile. Donc voilà, donc c'est un petit livre qui est super bien fait, il y a beaucoup de photos. Donc pour chaque arbre, on va trouver son nom latin et son nom français. Une petite description vite fait, sa description donc qui est ici. Écologie, donc quelle propriété l'arbre peut avoir dans un aspect écologique. Son intérêt mellifère évidemment. Et où le trouver. Voilà. Donc c'est assez succinct, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est assez léger, mais finalement c'est carrément suffisant pour ce qu'on veut en faire. C'est pas un livre de botanique, on veut ce livre pour savoir ce que donne un arbre, comment il pousse, où on peut le planter, et est-ce que ça va fonctionner pour les pollinisateurs avec le climat. C'est largement suffisant, c'est un livre qui est pertinent, il n'est pas trop grand, la couverture est rigide, c'est quand même pas mal non plus, c'est des livres qui sont assez solides. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est pas trop lourd, pour un débutant comme moi par exemple, c'est largement suffisant. Évidemment pour une personne peut-être plus confirmée, bon ce serait redondant et ce serait peut-être pas intéressant, mais pour un néophyte, franchement c'est pas mal du tout. Ensuite, une ruche respectueuse des abeilles, la ruche varée. Moi je veux des ruches, mais je veux pas faire de l'apiculture conventionnelle. Mon but c'est d'avoir un rucher biodiversité que je ne touche jamais avec des ruches justement biodiversité. Donc des ruches qu'on n'ouvre pas en fait, et faire une apiculture qu'on appelle l'apiculture sauvage. Donc l'apiculture en fait d'autrefois, c'est pas un truc New Age non plus, hein. C'est un truc qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire que par exemple pour la récolte de miel, on la récolte à Pâques, c'est-à-dire qu'on prend le surplus de l'hivernage des abeilles. On ne récolte pas le miel en fin de saison. On leur laisse tout, on met la hausse, donc on leur laisse tout. Elles se débrouillent avec leur miel et nous on récolte le surplus. Et s'il n'y en a pas, eh bien il n'y a pas de miel, tout simplement. Donc voilà, une histoire parmi tant d'autres de cette technique-là. Et donc évidemment il faut des ruches assez spéciales, parce que les ruches de maintenant, les ruches modernes ne sont pas du tout appropriées à la façon de vivre des abeilles, au contraire. Donc je me suis intéressée à la ruche varée, à la ruche kenyane et à d'autres ruches comme la ruche tronc par exemple. J'ai pas encore eu le temps d'acheter ces bouquins-là, mais j'ai pris celui-là, parce qu'évidemment, édition Terran, ça m'a plu dès le départ. Et on ne parle pas que de la ruche varée, c'est quand même un livre super complet sur plein de trucs. Moi, j'ai appris plein de trucs, évidemment. Et je suis ravie de ce petit bouquin. Alors, pareil que l'autre. Voilà. Alors, quand 2 colonies deviennent 4. Ça c'est le prologue, et en préface prologue, introduction. Le chapitre 1, conduire des abeilles de façon durable, les bases. Donc déjà, c'est quand même pas mal. Chapitre 2, les attitudes de base des apiculteurs, éthique et apiculture. Chapitre 3, l'abri, problèmes thermiques et hydrologiques. Chapitre 4, le rayon. 5, isolement. 6, nourriture. 7, maladies et parasites. 8, élevage et multiplication. 9, la ruche populaire de la baie varée. 10. Modification de la ruche varée et conseils modernes et conduite. Le glossaire en savoir plus, bibliographie, index, table matière, remerciements. Alors pareil que l'autre, ce livre est super clair, super pratique, il est agréable à lire, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup d'explications. Même pour moi, comme dit, qui suis vraiment une néophyte où j'y connais pas grand chose en fait. Théoriquement, je sais des trucs, mais bon. Il me manquait quand même énormément d'infos. Là, j'ai fait un sacré bond en avant pour apprendre plusieurs choses. Là, par exemple, vous voyez, voilà, on a une ruche hexagonale. Donc, il reprend un peu la forme des ruches troncs. Et ce, justement, pour éviter les coins.
dans les ruches que les abeilles n'arrivent pas à réchauffer. Et moi, cette ruche, je la trouve vraiment géniale. C'est pas des cadres pleins, donc ça permet aux abeilles de pouvoir faire leur propre rayon. Et on apprend vraiment, voilà, plein de petits trucs. Donc il y a différentes formes de ruches, je ne sais plus où elles sont. Voilà les différentes façons d'isoler une ruche avec de la sciure de bois, avec de la paille de chambre. Il y a vraiment énormément d'informations. Moi, je vous le dis, j'ai fait vraiment un bond en avant en apprenant plein de trucs, en me disant que tiens, finalement, j'ai pas besoin d'avoir des cadres comme on me le dit. Enfin, on nous apprend beaucoup de choses en fait. On essaie de nous bourrer le crâne sur Internet. Je suis sur plusieurs groupes d'apiculture et les apiculteurs conventionnels essayent de nous bourrer le crâne avec plein de trucs qui nous font peur, même en nous disant oui, tu vas tuer tes abeilles, t'es une future assassin, ça sert à rien d'avoir des abeilles pour les voir crever. Enfin, voilà. Et ce livre, en fait, c'est pas qu'il rassure, mais il nous montre que ça fonctionne et que nos ancêtres et nos anciens, ils n'étaient pas plus cons que nous, ils avaient des récoltes de miel qui étaient bien supérieures et leur technique fonctionnait et évidemment ça a été prouvé, ça fonctionne toujours aujourd'hui. Donc ce livre donne vraiment des explications rationnelles sur cette apiculture, et, enfin sur cette ruche en tout cas, et sur d'autres encore qui fonctionnent très bien. Donc vraiment c'est 2 bouquins sur les abeilles qui sont pas mal. Après pour quelqu'un de confirmé, je ne sais pas si ça va vous apprendre quelque chose. Peut-être si vous êtes en conventionnel et que vous voulez apprendre autre chose sur une autre façon de faire. Mais pour quelqu'un comme moi, ces 2 livres sont vraiment top. Ensuite, édition Terran, toujours, planter des haies de biodiversité. Alors ce livre, moi je l'ai acheté parce que je suis une grande défenseuse des haies. C'est la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée ici, c'est la première chose que je vais faire si je déménage, c'est de mettre des haies. Donc des haies évidemment mellifères et nectarifères pour les pollinisateurs, mais aussi pour nourrir les oiseaux, pour faire des abris pour les petits animaux, les hérissons, les lézards, etc. Pour aussi un côté climatique, c'est-à-dire pour changer, faire un petit microclimat dans un terrain, et pour protéger aussi, pourquoi pas, je suis en train de lire le truc, c'est pour ça que j'y pense, pour protéger aussi, je sais pas, faire une clôture par exemple pour mes animaux. Alors donc, planter des haies de biodiversité mellifères fruitières pourvoyeuses, climatiques, défensives. Alors pareil, édition Terran, très bien fait, très clair, on ne se pose pas forcément de questions, on apprend des choses sans problème, même si on ne s'y connaît pas, franchement. C'est ce qui est bien que les éditions Terran, pardon. Même si vous êtes un gros débutant, vous allez apprendre des trucs sans... En fait, le livre ne pose pas de nouvelles questions, on vous donne des réponses et puis c'est tout. Alors, gros sommaire, il y a vraiment pas mal de choses. Donc, il y a les savoirs, une haie paysanne domestique et contemporaine, prendre le temps d'une approche préalable, établir son projet, préparer la terre, planter, tailler ou non. Donc, rien de ça, déjà, c'est pas mal. Il y a beaucoup de livres qui donnent que les plantes, mais qui ne vous expliquent pas du tout comment faire, ou même simplement qui n'expliquent pas, sur un sol calcaire, je ne peux pas mettre ça, et sur un sol sablonneux, je ne peux pas mettre ça. Et ça, c'est quand même vachement dommage. Reproduire, voilà, greffer, échanger, causer, régénérer. En partie 2, on a la réalisation, la haie bioclimatique, la haie clôture, la haie fruitière, la haie mellifère, la haie naturaliste, la haie pourvoyeuse. Donc la pourvoyeuse, j'imagine que c'est pour le bois. Je ne me souviens plus, mais je vais aller voir. Conclusion, postface, index des arbres et arbustes cités, bibliographie indicative. Donc je vais aller voir la pourvoyeuse. Du coup, j'ai un petit doute. Hop. Oui, voilà, c'est pour faire du BRF, ce genre de choses-là. Donc voilà, donc on a vraiment un sommaire qui est intéressant. On a beaucoup d'informations, par exemple les fruitiers traditionnels, on a des petits encas comme ça qui sont toujours très bien. Voilà, pour les abeilles par exemple, les arbres qui sont mellifères. Des petites photos qui sont à côté qui sont vraiment pas mal. Donc pour apaiser le vent, par exemple pour faire une coupure de vent, spécialement pour planter à côté de la maison, pour faire une herse. Enfin, on apprend vraiment beaucoup de choses. Et c'est pas juste pour faire une haie et dire ok j'ai mis une haie, ça sera bien. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus et ça nous apprend vraiment comment faire. C'est pas juste une petite haie qu'on va mettre dans un coin. C'est vraiment un travail. On peut faire un bosquet, on peut vraiment faire quelque chose de positif avec une simple haie et ça on ne le sait pas forcément. Donc ce livre est vraiment très bien pour ça. Il y a sûrement là encore des livres, par exemple moi je cherche la haie fourragère, voilà c'est un livre
qui nous apprend à faire des haies fourragères spécifiquement faites pour les animaux. Donc quand on manque d'herbe, ça permet de donner des feuilles, comme nos anciens. Moi j'ai toujours vu les vieux en pleine canicule en Auvergne qui allaient couper des branches de frêne pour les donner à leurs vaches. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne fait plus, mais qui existait avant. Donc on fait juste un peu un retour en arrière pour reprendre un peu les techniques d'antan qui fonctionnaient, et ça fait partie de ça. Donc là, j'ai pas encore ce livre-là, mais voilà, des haies, on peut en faire de toutes les couleurs, de toutes les tailles, même pour avoir des fruits nous-mêmes. Donc c'est super intéressant, et ce livre ouvre quand même le chemin de la compréhension de ces pratiques-là. Ensuite, on a la forêt-jardin. Alors, il y a plein de livres sur ce sujet-là. Moi, personnellement, j'en ai plusieurs, des livres sur ce sujet-là. Mais ce livre-là, c'est le seul que vraiment j'ai gardé. Parce que le problème des livres sur ce type de sujet, c'est que souvent, c'est un marathon pour le lire. Ça manque de plans, ça manque d'images. On va nous expliquer certaines choses théoriquement, mais moi, mon cerveau a du mal avec ça. J'ai besoin de schémas. J'ai besoin de comprendre comment on fait les choses en dessin. Et c'est vrai que ça manquait un petit peu dans les autres où il n'y avait pas du tout d'image. C'était vraiment... c'est compliqué à lire. Alors que là, voilà, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de photos. On part d'un terrain nu, en fait. Et on va vous expliquer comment concevoir votre forêt-jardin. Donc là, je ne vais pas vous lire le sommaire parce qu'il est super long. Mais voilà, on vous explique en fait, en partant d'un terrain nu, comment on va faire pour le transformer en forêt comestible. Donc comment déjà ça fonctionne une forêt comestible, je vais vous lire juste les gros trucs. Concevoir votre forêt comestible, alors là on va passer par toutes les strates de la forêt comestible. On va prendre les arbres, par exemple la grande canopée. Vous allez avoir tous les arbres et toutes leurs descriptions. Donc par exemple, celui-là il résiste au gel, celui-là il fructifie dans 20 ans, celui-là il ne faut pas le mettre dans un sol calcaire, vous aurez toutes les informations. Sachant que dans chaque catégorie, donc dans la canopée, vous allez avoir l'utilisation d'un arbre pour le fourrager, par exemple pour les fruits, pour les fleurs. Dans les arbustes, ce sera plutôt pour les liens, pour la vannerie ou pour la teinture. Il y a vraiment beaucoup d'informations dans ce livre-là. Éléments supplémentaires de conception et d'entretien. Donc là, ça va être les chemins, ça va être les champignons, ça va être comment on se sert aussi de ce qui pousse dans la forêt comestible. Par exemple, le récolter et conserver. Et l'entretien de la forêt comestible. Donc c'est vraiment un livre, il y a tout dedans. Vous pouvez partir du sol nu et tout construire avec. Je sais que quand je vais arriver chez moi, je vais prendre mon bouquin, je vais regarder mon terrain. Une fois que j'aurai fait toutes les manipulations pour savoir comment est mon terrain, c'est-à-dire où sont les poches d'humidité, où est-ce qu'on manque d'eau, quelle est la nature du sol, etc. Je vais prendre ce livre, je vais me mettre en plein milieu de mon terrain et je vais le suivre à la lettre et je vais pouvoir faire mes choix par rapport à ce bouquin-là. Oui, parce que j'ai pas encore de forêt comestible. J'adore ce bouquin, mais je ne l'ai pas encore mis en pratique, en fait. C'est un peu comme les abeilles. C'est pour ça que je dis que je suis une néophyte, parce que j'ai pas encore de ruches. J'ai des ruches de bourdons, mais c'est sauvage. Je m'occupe pas, en fait, de ça. Mais j'ai pas encore ces trucs-là. Et je trouve que, justement, parce que je ne les ai pas, parce que j'ai du mal à comprendre, justement, parce que je n'ai pas la capacité de le faire en pratique, ces livres sont accessibles et on comprend facilement. Comme je l'ai dit, ils ne génèrent pas de nouvelles questions. Ils répondent à des questions, sachant que j'ai coupé avec d'autres bouquins, j'ai coupé avec d'autres livres dont je me suis débarrassée maintenant parce qu'ils étaient justement un peu trop lourds, pas assez explicites, etc. Donc voilà, j'ai gardé ceux-là parce qu'ils sont vraiment pas mal. Alors, par exemple, on va prendre le livre, voilà, donc dans les arbustes. Alors dans les arbustes, là ça commence comme ça. Et vous allez avoir tous les petits arbustes. Donc évidemment, vous avez le nom latin, ce qui est quand même vachement pratique. Il faut toujours de toute façon qu'il y ait le nom latin. Donc là, on a le groseillier à grappes. Et vous avez toute la description de cette plante-là. Ensuite, vous avez le groseillier à macro, c'est pareil. Donc l'ombrage, le cultivar, la culture, la taille, la floraison, fructification, les utilisations, vous avez tout dessus. Donc vous pouvez faire votre choix, c'est comme un petit catalogue. Vous allez choisir, vous dire, ah oui mais non, mais moi là j'ai de l'ombre, alors je peux pas mettre ça. Ah oui mais t'as vu là, celui-là il est à l'ombre, donc je peux le mettre. C'est vraiment très bien fait. On a les photos pour savoir à quoi ça ressemble aussi, si on veut faire un petit peu d'esthétisme. C'est vraiment un livre qui est très bien. Il y a quelques petites recettes, mais ça c'est plutôt anecdotique pour le coup.
Et donc voilà, c'est super bien fait. Je cherche... Ah, voilà, concevoir la forêt comestible. Alors je vais peut-être pouvoir vous montrer. Voilà, on a des plans, comme je vous disais. Et ça, moi j'ai besoin de plans. Voilà, j'ai besoin d'avoir des images comme ça pour m'imaginer, d'ailleurs. Mais là, ce que je recherche... Alors les semis, alors les méthodes de culture, les semis, etc. Le pralinage, les greffes, on vous apprend un petit peu tout. Voilà, donc encore comment faire par exemple, comment commencer. Donc on commence par les gros arbres, après on met des haies, après on peut rajouter ça, etc. On ne va pas faire une forêt comestible en une seule fois. Donc là ça nous explique comment on peut faire pour arriver à faire une forêt comestible petit peu par petit peu. Donc là c'est sur 5 ans, 5 dessins, 5 ans. Donc les haies, tout ça, alors je vais vous passer... Je sais que par exemple, je crois que c'est dans les arbustes, où il y a les arbustes à utilisation pour les liens, à utilisation pour les tuteurs, utilisation pour les vanneries. Voilà, les espèces de base de petite taille recommandées, les espèces de base de taille moyenne recommandées. C'est vraiment un livre qui est extrêmement bien fait, je le dis et je le redis, parce que ça vaut le coup. Après, il est à 35 €. Je trouve que pour 35 €, il est quand même très pertinent, quoi. Il est vraiment pas mal. Le prix est justifié pour ce livre-là. Donc voilà, il est super bien. Ensuite, on va passer aux cultures donc de potager. Alors, pour ça, on a 2 livres. Alors, normalement, il y en a 4. Des livres comme ça. Mais les 2 autres, je ne les ai pas mis là. Alors, c'est Néo-paysan, le guide très pratique, et le jardinier maraîcher. Alors, c'est pas que ce sont des mauvais livres. Au contraire, ce sont de très bons livres, mais qui sont plus orientés en vue d'une installation et du commerce. Donc par exemple, le néo-paysan, le guide très pratique, vous allez avoir une explication sur tous les statuts d'agriculteurs, sur la législation, sur les lois, sur le matériel, sur par exemple les vaccinations, etc., le bouclage des animaux. Il est génial ce livre, vous voulez vous installer, ces 2 bouquins sont bien, sachant que celui-là, il est français. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez la législation française, celui-là est québécois, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas les mêmes taxes, c'est pas les mêmes impôts, c'est pas le même prix, par exemple, pour acheter le matériel. Au Québec, c'est moins cher. C'est pas le même climat non plus. Mais franchement, ces 2 bouquins sont super en vue d'une installation. Moi, je les ai lus par curiosité et puis parce que ça m'intéresse. Mais voilà, pour une utilisation en tant que particulier, pardon, bon, ça vous apportera des choses, mais c'est pas non plus... axé sur le particulier. Encore que jardinier maraîcher, on peut apprendre quelques trucs, mais voilà, par exemple, on va vous parler de la planification de la production, avec quelle caisse il faut prendre. Voilà, donc on va apprendre des trucs sur la moitié du livre en fait, pour la plantation et tout ça, mais le reste c'est très très basé sur le commerce. Alors que ces 2-là, quoique celui-là il y en a un petit peu, mais beaucoup moins que dans l'autre, par contre on va apprendre beaucoup plus de choses. Alors, des légumes en hiver, produire en abondance, même sous la neige, c'est Elliott Coleman, c'est la ferme des 4 saisons. Et ils sont pareils, ils sont au Québec et ils ont des hivers évidemment qui sont extrêmement froids. Et eux, ils ont commencé à produire en hiver justement parce que c'est super compliqué. Alors, ils ont des serres qui ne sont pas chauffées et on le voit sur l'image, ils utilisent des couvertures, des doubles couvertures, pardon. Et ça permet de ne pas chauffer les serres, mais de laisser aux légumes assez de chaleur pour se développer en plein hiver. Voilà, et on a plein de petites techniques comme ça, plein d'astuces, plein de retours d'expérience, et ce livre, il est super pour ça, en fait. Donc voilà, ce livre, il est vraiment pas mal, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de petites astuces, de retours d'expérience, qui sont vraiment très intéressants. Donc ce livre-là, comme je disais, il y a un côté commercial, mais qui est vraiment très, très limite. Il y a beaucoup de choses à lire. C'est un livre qui est très bien fait, il y a des belles photos. C'est pas forcément un livre où il y a énormément de plans et tout ça, mais c'est bien expliqué. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Je l'ai lu comme un roman, d'ailleurs, ce livre-là. Et j'ai trouvé que c'était quand même super sympa. Il n'est pas forcément... Mais voilà, il est à 35 € aussi. En général, les livres de cette qualité-là sont à ce prix-là. Et ça les vaut. Franchement, ça les vaut. Donc voilà, on nous parle de différentes techniques, des tunnels qu'on va mettre sur rail pour changer un petit peu. Parce que c'est vrai que les serres sont souvent à l'abri. Et il peut y avoir des développements de nuisibles ou de maladies.
Donc pouvoir faire prendre le gel et la terre, c'est quand même pas plus mal. Voilà, on peut faire sur carrément 2-3 parcelles comme ça. Donc voilà, on apprend vraiment beaucoup de choses. On a quelques plans, on a quelques façons de faire qui sont sympas, des plannings. Il y a de tout, ce livre, il est vraiment très très bien aussi. Alors, un livre que j'aime beaucoup, et d'ailleurs qui a inspiré le jardinier maraîcher dans ses façons de faire, c'est le manuel pratique de la culture maraîchère de Paris. Alors, on entend beaucoup de parler de paillage des sols, de maraîchage sur sol vivant, tout ça, tout ça. Et on se dit qu'en fait, c'est du New Age, c'est nouveau, et puis voilà. Et en fait, pas du tout. On se rend compte en lisant ce livre que nos maraîchers de Paris, dans les années 1900, ils faisaient ça. Ils paillaient leur culture parce qu'ils avaient bien compris que de pailler, ça garde l'humidité, puis ça t'évite de désherber. Il faut savoir qu'à l'époque, ils n'avaient pas de tunnel. Hein. Ils n'avaient pas ce qu'on a aujourd'hui, ils n'avaient que des cloches en verre, donc s'ils pouvaient s'éviter du travail, ils le faisaient. Donc on apprend plein de choses, plein de techniques, des trucs comme par exemple les champignons de Paris qui n'étaient pas du tout faits en cave à la base, ils étaient faits en extérieur sur des planches de fumier de cheval, on vous explique comment conserver le mycélium au grenier, enfin, voilà, on apprend vraiment énormément de trucs. Le seul défaut de ce livre-là, enfin de la version que moi j'ai, que j'ai pas retrouvée sur internet d'ailleurs, c'est déjà la couverture. C'est vrai que c'est pas... ils auraient pu peut-être faire un effort. Je sais plus à combien je l'ai eu celui-là. Mais voilà, ils auraient pu quand même faire un petit effort pour la couverture. Mais c'est surtout à l'intérieur. Et c'est le défaut de beaucoup de livres anciens. Quand on réédite un livre, on ne fait que scanner ce livre-là. Et malheureusement, voilà, on tombe sur des endroits, c'est pas très net. Sachant que quelquefois, ils utilisent des termes qu'on n'utilise pas forcément nous. Par exemple, un exemple comme ça, à l'arrache, ils vont utiliser le terme arrosement au lieu de parler d'arrosage. Donc quelquefois, on ne comprend pas simplement ce qui est dit parce que c'est pas propre. Alors il y a des pages où c'est très propre, voilà, où c'est très facile de lire. Mais je me suis retrouvée dans des paragraphes où vraiment je comprenais vraiment pas grand-chose, quoi. Il y avait des mots qui étaient vraiment abîmés, il y avait carrément l'autre page qui était scannée juste par derrière. Donc voilà, on a des taches comme ça aussi. Voilà, ce genre de défaut qui ruine un petit peu la beauté du livre. Et c'est voilà, c'est un petit peu vraiment dommage, quoi. Les annotations, c'est vrai que ça aurait été intéressant de pouvoir savoir ce qui était écrit, mais le mec écrit tellement mal en fait que j'ai même pas réussi à le déchiffrer. Donc là par exemple, alors voilà, on a RC, et voilà, ce mot est complètement peut-être raclé, ou ouais, sarclé, même pas, non, c'est pas un S. Enfin voilà, il y a des mots comme ça qui sont illisibles. Et c'est le seul défaut de ce livre, parce que c'est une mine d'informations, c'est une bible. Oui, j'ai beaucoup de bibles dans ma bibliothèque, mais franchement non, il est vraiment top ce livre, et c'est le seul défaut que je peux lui donner, c'est que de temps en temps, on a vraiment des trucs qui nous empêchent de lire. Après voilà, on a des infos qui servent à rien pour nous maintenant. Il faut savoir que c'est un livre un peu comme... voilà, c'est un peu ce livre-là, mais des années 1900. Donc vous avez des informations sur combien il faut payer les gens, ce que ça coûte 400 chevaux à l'année pour le foin. Enfin voilà, on a plein de trucs qui finalement servent à rien, mais c'est ce qui fait aussi la splendeur de ces livres, c'est qu'on a un parler qui n'existe plus, on a des informations qui n'existent plus, mais c'est de l'historique. Par contre, tout le reste, c'est vraiment de l'information pure et dure et de l'information qui est pertinente. D'ailleurs, à l'époque, les maraîchers de Paris, c'était des gens qui étaient reconnus en Europe, et les autres maraîchers venaient voir nos maraîchers à nous pour savoir comment ils faisaient, quoi. Donc c'est un retour en arrière positif. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait souvent en ce moment, comme je vous disais avec les haies. Les anciens n'étaient pas si cons, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Paris était autonome en légumes et en fruits autrefois, et franchement, c'était top, quoi. Ça marche très bien. Un super bouquin, évidemment, à acheter. Alors, ah oui, alors, petite collection sympa. Donc j'ai gardé que celui qui était dans le thème là, mais j'ai des constructions écologiques, etc. Les petits livres de terre vivante, ils sont bien faits. Donc pareil, la couverture aurait pu être un petit peu mieux, mais je pense que c'est pour pas avoir à vendre le livre trop cher. Je ne sais même pas combien il est. Il est à 12 €. Donc là, c'est je prépare mes potions pour le jardin.
Et voilà, petite gamme de produits sympas. Terre Vivante fait des beaux livres. Bon, ça survole un petit peu le sujet, c'est vraiment pour les débutants. C'est vrai que ça manque un petit peu d'infos pour moi maintenant. Mais on a par exemple voilà, les principales plantes à infuser leurs propriétés. On a le tableau, on a la quantité par litre d'eau, les propriétés utilisation. Donc on a ça pour plein de trucs, pour les décoctions, pour les tisanes, pour tout. On a les extraits fermentés, on a les badigeons, on a vraiment tout. C'est un petit livre super sympa. Et il y a toute une collection comme ça de livres de Terre Vivante qui sont vraiment très pratiques, décidément. Je crois qu'il y a Je paille mes cultures, les légumes vivaces, 15 bricolages écologiques, enfin ceux que j'ai vus comme ça à l'arrache vite fait, mais vraiment ils sont super pratiques. Donc il y en a plein et ils sont pas très chers. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour de ce thème-là. Oui, j'ai fini, donc il n'y en a plus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme pour les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez des retours d'expérience ou si vous avez des bons livres à partager, n'hésitez pas. Moi, je pars là maintenant et je continue sur la dernière vidéo.